connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis ravi de vous retrouver, j'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans la première émission de la saison des séries de cette rentrée consacrée à Black Mirror. Il s'agit d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Tu vas bien ? Ça va très bien et toi ? Oui, nickel. Alors j'ai un peu peur cette semaine puisque au programme aujourd'hui, on va frissonner tous ensemble. On vous propose une spéciale Halloween et on s'intéresse cette fois à une série d'hier qui n'est pas hyper ancienne non plus. Il s'agit de The Haunting of Hill House, série d'anthologie américaine issue du cerveau de Mike Flanagan qui est disponible sur Netflix depuis le 12 octobre 2018. Que valent les 10 épisodes de cette série horrifique qui revisite la maison hantée ? Cette série encensée par la critique et le public méritait-elle autant d'éloges ? Est-ce que Hélène et moi avons vraiment flippé notre race devant Hill House ? Des réponses à ces questions et à plein d'autres juste après un premier extrait. Maintenant, vous allez faire un bon dodo. Mais si jamais j'avais un mauvais rêve ? Je suis sûre qu'on peut surmonter n'importe quel rêve. Et si jamais je faisais un rêve où tu nous envoies dans un endroit tout noir ? Un endroit horrible ? Et si ça me rendait tellement triste et que j'avais tellement peur d'être dans le noir que je me mettais à prendre du poison et que je m'empoisonnais comme ça pour le reste de ma vie. Et puis mon cœur se casse en 2 morceaux et je peux plus rien ressentir de bien. Et qu'à la fin je supporterai plus, alors il faut que je meure. Et je me retrouve sur une table en fer, avec ma bouche qui veut plus s'ouvrir. Est-ce que tu viendrais nous réveiller si on faisait un rêve comme ça ? Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu ou entendu parler de The Haunting of Hill House, Hélène, est-ce que tu peux nous faire le pitch ? De quoi ça parle, Hill House ? Hill House, l'histoire. Lors de l'été 1992, Hugh et Olivia Crane s'installent dans un ancien manoir Hill House. Ils l'ont acheté pour le rénover et le revendre et ils sont accompagnés donc dans cette aventure de leurs 5 enfants. Steven, Shirley, Theodora, Luke et Eleanor. Ça se passe l'été puisque les enfants sont en vacances, mais d'étranges événements commencent à se dérouler au sein du manoir et affectent toute la famille, principalement Olivia, la maman, qui décédera dans des circonstances obscures, laissant planer un secret de famille dévastateur. En 2018, puisqu'il y a 2 temporalités dans cette série, soit 26 ans après leur départ d'Hill House, les enfants et leur père, dont la relation a été fortement affectée depuis, se retrouvent et sont forcés d'affronter leurs démons mais également leur passé dans cette maison diabolique. Vont-ils en réchapper et percer le mystère d'Hill House ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Alors, pour que les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent situent bien les choses, Hélène, j'ai 2 questions en une. Est-ce que tu connaissais le boulot de Mike Flanagan avant de mater Hill House ? Et quand est-ce que tu as découvert ensuite cette série ? Alors non, je ne sais absolument pas ce que faisait Mike Flanagan avant de pondre cette série complètement stupéfiante. Et quand j'ai découvert cette série, à sa sortie sur Netflix, j'ai même regardé, donc là on va parler de la saison 1 aujourd'hui, mais j'ai aussi enchaîné la saison 2 et que j'ai trouvé formidable aussi. Donc dis-moi, qu'est-ce qu'il faisait Mike Flanagan pour être aussi torturé avant ? On va regarder. Moi de mon côté, j'ai beaucoup entendu son nom évidemment avec la sortie d'Hill House, Bly Manor et d'autres choses qu'il a pu faire, on va y revenir. Sans le savoir, j'avais déjà vu un film qu'il avait réalisé, la suite de Shining, avec un certain Ewan McGregor et ça s'appelait Dr. Sleep, comme sleep, donc sommeil. C'était culotté quand même de s'attaquer au travail de Stephen King et de Kubrick au cinéma. Et il l'a fait vraiment magnifiquement bien. Je vous recommande, si vous aimez l'univers de Flanagan, d'aller regarder ce film, qui prend son temps aussi, mais qui est vraiment bien fait. Et j'avais déjà frissonné. J'avais même pas fait le lien que c'était lui. Donc quand toutes ces séries sont sorties,
C'est pas forcément mon genre de prédilection, les séries d'horreur, donc j'ai vraiment découvert Hill House en marge de l'enregistrement de ce podcast. Alors, il a réalisé, pour te donner une idée, Hélène, Ouija, les origines, ça date de 2016. Il a réalisé aussi le film Jessie, encore une adaptation d'un Stephen King. Tu sais, cette fille qui est menottée, qui fait des jeux érotiques avec son mari, mais c'est sur Netflix. Je te laisse jeter un œil. Et puis évidemment, Hill House, Bly Manor, Les Sermons de minuit ou Midnight Mass. Mais oui, Les Sermons de minuit, je l'ai vu, oui. Voilà, et The Midnight Club. Et bien sûr, au moment où sortira ce podcast, ce qui sera au cœur de l'actualité, c'est la chute de la maison Usher, qui là est sortie depuis quelques jours sur Netflix. Alors, Les Sermons de minuit, je l'ai vu. Le Club de minuit, c'est ça, non? Le deuxième? Midnight Club. Midnight Club, je l'ai vu aussi, qui n'aura pas de suite apparemment. Et là, figure-toi que justement, quand tu mates la série sur Netflix, ils te proposent en suggestion la chute de la maison Usher, donc je vais la lancer, je pense. La date de sortie prévue d'Usher, c'est le... La chute de la maison Usher, c'est sorti, je pense, là, non? Justement, on est quel jour alors? On est le vendredi 13. On pousse la blague jusqu'au bout quand même. Oui. Ouais, ils ont bien choisi leur jour aussi, quoi. Voilà qui est dispo et vous l'avez au moment où sort ce podcast depuis plusieurs semaines. Maintenant, plus besoin d'allonger le suspense. Hélène, qu'as-tu pensé de cette série Hill House? Alors moi, j'ai adoré Hill House. Alors contrairement à toi, je suis adepte des séries comme ça, horrifiques. American Horror Story, American Horror Stories, Ratched, tout ce qui est maison hantée, etc. J'ai vraiment... beaucoup de plaisir à regarder des films et des séries comme ça. Ça m'est venu avec Sixième Sens, le film Sixième Sens, que j'avais adoré. Enfin, tu vois, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui percute chez moi. Et j'avais Les Autres aussi, avec Nicole Kidman, qui était un peu dans la même ambiance, des maisons hantées, des fantômes, etc. Et quand j'ai vu cette série, je me suis demandé si ça allait être à la hauteur de ce que j'avais déjà pu voir en film. Et franchement, j'ai été bluffée dès le départ. D'ailleurs, moi, c'est quand même mon 3e visionnage de la saison 1, c'est-à-dire Hunting of Hill House. Et je t'avouerai que là, au 3e visionnage, j'arrive encore à avoir peur et franchement à être surprise et à faire des bonds et tout, tu vois. Et je sais pas si tu as remarqué, mais les épisodes sont tellement lourds, complets, chargés, c'est tellement blindé, même s'il y a, comme on peut le dire, quand même des lenteurs dans certains épisodes où on se demande un peu ce qui se passe. Il y a plein de petits détails et moi qui l'ai vu pour la 3e fois, j'ai encore repéré des choses que j'avais pas vues la première fois et tu redécouvres à chaque fois, donc moi j'ai adoré. Et toi? De mon côté, c'est ce que tu soulignes concernant le fait que ce soit chargé, que chaque détail dans l'image compte. Le fait d'installer la peur comme ça et de superposer différentes timelines rend la série extrêmement solide et elle installe une tension chez nous, le spectateur, qui fonctionne mais vraiment extrêmement fort. Moi, ça a bien marché sur moi, mais ça a bien marché, je dirais, 7-8 épisodes. Je sais pas si le fait d'avoir binge-watché la série a joué, mais voilà, c'est-à-dire qu'elle m'a vraiment cueilli et saisi et j'ai frissonné, j'avais vraiment les poils, quoi. Mais au bout d'un certain temps, justement, ce qui fait sa force pour moi aussi l'affaiblit, c'est-à-dire que on s'appesantit sur des choses et ça devient un peu trop verbeux. On n'avançait pas assez vite sur les derniers épisodes, si bien que vraiment j'avais envie je déteste faire ça, je ne le fais jamais, mais de lire en 1.5 pour avoir la résolution, quoi, à la fin, en fait, concernant cette famille et concernant leur lien avec Hill House. Donc c'est très bien en effet, mais sur la durée, vraiment, le plaisir s'est un peu évaporé sur les 2 derniers épisodes. Je sais que certains vont encore dire « Oh là là, Junior, il est dur, hein. » Peut-être, mais faut admettre les qualités. Je trouve qu'à 80%, elle est extrêmement forte, mais qu'à 20% quand même, dont je me serais passé. Voilà. Faut quand même prévenir que ça commence très très fort, puisque dans la scène pré-générique de l'épisode 1, il y a déjà un fantôme, quoi. Donc accrochez-vous parce que c'est vraiment... Tu vois, moi j'ai déjà maté des séries comme ça où t'attends de voir le fantôme pendant toute la série. Tu sais qu'il va y en avoir un, donc tu le cherches et t'essaies de trouver. Mais alors là, t'en as en veux-tu, en voilà. C'est un peu l'overdose de Spectre, faut le dire. Et ils sont tous, franchement, aussi spectaculaires les uns que les autres. Enfin, tu t'y attends pas et t'en découvres tout au long des épisodes et ça, c'est top. Spectaculaire dans leur discrétion, c'est ça qui est drôle, c'est que dans leur façon d'apparaître à l'image, il y a évidemment une peur, une angoisse, un stress
Et on se demande comment ces éléments surnaturels vont bousculer les humains, quoi. Et c'est vrai que c'est assez bien mis en place. Et puis, tu as cité quelques références auxquelles te faisait penser la série. J'avais les mêmes en tête. Sixième Sens. Les autres, il y a un peu de Lost aussi, parce qu'on sent que dans les flashbacks, dans la façon dont c'est travaillé, en fait, il y a aujourd'hui, si vous voulez, jour J 2018, il y a 2 mois, il y a 6 mois, Hill House avant. Pareil, on sent qu'il y a ce souci de flashback et ou flash forward qui est très malin et qui vraiment rend la série passionnante. J'avais noté d'autres références, là je vais essayer de vous les retrouver. Mais alors moi j'ai quand même remarqué quelque chose qui m'a perturbée. Alors les flashbacks, ok, c'est pas gênant, les deux timelines, ça m'a pas perturbée. Mais à un certain moment de la série, sur la fin essentiellement, on arrive un peu dans le rêve, enfin dans le cauchemar plutôt pour les personnages. Et là, tu sais plus si c'est du futur, du passé, du rêve. Enfin, à un moment donné, ça te perd. Donc tant que c'est bien construit, structuré, ça va. Mais à la fin, il faut quand même prévenir que ça devient assez compliqué de comprendre quand se passent les choses et si ça se passe pas, c'est de l'imagination parce que c'est quand même de la manipulation mentale, voilà. Exactement. T'es quand même perdu sur la fin, faut vraiment suivre et... En fait, ça joue sur le réel et l'imaginaire en permanence. Les héros de la famille, qu'on va vous présenter dans quelques instants, leur esprit est torturé entre la réalité et le cauchemar. À un moment donné, les deux se confrontent, se mélangent, se confondent et on ne sait plus vraiment où on en est, en effet. Et l'une des autres références que j'avais aussi, c'est cette série va pas parler à grand monde, j'en suis navré, mais c'est The Dead Zone. Peut-être que certains ont lu ce livre aussi, c'est l'adaptation d'un livre de Stephen King et c'est le personnage de Theodora en fait dont les pouvoirs me rappellent les pouvoirs du héros de la série Dead Zone, où quand elle touche un objet, le sol, la terre, Ouais. une personne, elle connaît tout immédiatement de son passé et de son futur. Voilà, ça m'a aussi beaucoup rappelé ça. On sent qu'il y a beaucoup d'inspiration dans Shining également, dans lesquelles est parti puiser Flanagan. Et si tu me parlais de toi? Par exemple, Eh bien, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Tu vis dans une maison funéraire? Moi, je suis à l'université, en sociologie. Enfin bon, le programme est pourri, mais j'adore Boston. C'est une ville géniale. Pourquoi tu portes ça? je suis un peu germophobe. D'accord, je vois. C'était vraiment très chouette. Ouais, tu peux le dire. Je travaille demain. Ah. Très tôt. D'accord. Et avant de continuer cette émission, sachez qu'elle contiendra des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu The Haunting of Hill House, n'hésitez pas à la mater et à revenir nous écouter juste après. Oui, c'est mieux vraiment, parce que sinon ça n'a aucun sens de le regarder si on s'est fait spoiler, quoi. On est d'accord. Après, on spoil pas gratuitement, c'est vraiment pour appuyer ce qu'on explique ici, bien sûr, dans ce podcast. Il est important pour ceux qui nous écoutent, Hélène, pour eux, pour le coup, s'en moquent des spoilers et n'ont pas vu la série, de décrire toute cette famille, les Crane, qui sont au centre de l'histoire. J'aimerais beaucoup qu'on en présente Hugh, Olivia, Steven, Shirley, Theodora, Neil et Luke. Qui sont-ils et comment on peut les présenter en quelques mots? On a le papa, en fait, Hugh, qui est en fait, lui, essentiellement, il fait de la rénovation de maisons pour les revendre. C'est un marchand de biens, si tu veux. Apparemment, il gagne sa vie comme ça. Donc, ils ont décidé avec sa femme, Olivia, qui est architecte, de racheter un vieux manoir, enfin, Hill House, qui est vraiment typique de la maison hantée. Enfin, je veux dire, les gens qui ont acheté ça d'emblée, tu vois, bon, ils devaient se douter que ça allait mal se passer, hein, parce qu'il faut voir la gueule de la maison, c'est écrit dessus, quoi, je veux dire. Mais oui. Ouais, alors par rapport à ça, la maison, elle est vraiment typique. Enfin, c'est vraiment les grands escaliers, les grands couloirs, les corridors, les grandes baies vitrées, les vitraux, les statues. Enfin, il y a tout, vraiment tous les éléments sont dans le décor. Et donc, Hugh et Olivia ont 5 enfants. Steven, l'aîné, qui est un garçon plutôt terre-à-terre et assez dynamique. Et d'ailleurs, l'épisode 1 lui est consacré, puisqu'il faut savoir que chaque épisode, au départ, est centré sur un des enfants. Et ensuite, il y a la maman et le papa. J'ai pas repéré vraiment un épisode qui lui était réellement consacré, à part l'épisode avec les moisissures dans le mur en bas, là, quand il découvre un truc, une fuite d'eau, on va dire.
Voilà. Le papa est une sorte de fil rouge tout au long de cette série. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc Steven, on voit qu'il est toujours motivé pour s'occuper de ses frères et sœurs qui sont plus petits. On le retrouve aux temps actuels, enfin à l'époque où se déroule l'histoire, il est écrivain. Donc lui, il a carrément écrit un bouquin sur ce qui leur est arrivé dans la maison. Et qui porte le nom de la série. Qui porte le nom de la série. Donc l'épisode 1 lui est un peu consacré parce qu'il fait un peu des repérages chez les gens pour s'inspirer, pour faire des bouquins. Donc des repérages, c'est-à-dire qu'il va vérifier s'il y a vraiment il y a des fantômes parce que ça a l'air d'être quand même son domaine de prédilection, même si il dit n'en avoir jamais vu. Ensuite, on a la sœur, juste derrière Steven, qui s'appelle Shirley, qui doit avoir 1 an ou 2 de moins que son frère. Et donc Shirley, le 2e épisode lui est consacré, il me semble. C'est le cercueil ouvert. Alors Shirley, elle a carrément décidé d'être thanatopracteur, d'avoir une entreprise de pompes funèbres avec son mari. Ils ont 2 enfants. Et Shirley, elle, c'est vraiment très pragmatique, très contrôlante, un peu la maîtresse femme. Elle est très stoïque. Voilà, c'est une personnalité très rigide quand même. Et donc, on voit un peu aussi dans cet épisode son histoire. Quand elle était petite, sa sensibilité, parce qu'il y a une histoire de petit chat qui est un peu abominable, mais pour ceux qui aiment les bêtes, c'est un peu laid. Ouais. Si la cause animale vous touche particulièrement, soyez blindés quand même avant de vous lancer dans cette série, surtout sur les premiers épisodes. Après, c'est évacué. Oui, alors si c'est pour voir des vidéos de petits chats très mignons, là, ça va pas le faire du tout. Ou chat qui se casse la gueule, ça marche pas non plus. Pas sur les vidéos de petits chats. What about the little one? The one with the eyes. We found it a new home. Why didn't you let me take care of it or at least say goodbye? Cheryl, we have no idea what was wrong with those kittens. They were very sick. We couldn't let you try to take care of a pet who was so sick. But you gave it to someone else. I don't believe you. Sure. Just tell me. Just Why would you give hang on, away hang the on. last one, the Cheryl, only one left? Just quiet. It's not fair. It's not fair. Stop it. Ensuite, on a Théodora, la 3e. Alors elle est vraiment très spéciale. Enfin, pour moi, c'est quasiment la plus spéciale des 5 enfants, puisque Théodora, le 3e épisode lui est consacré. Petite, elle avait était aussi très courageuse, elle, par contre, pas du tout comme Shirley, qui était un petit peu peureuse, un petit peu vive dans ses émotions. On voit que Théodora, elle est plutôt endormie, elle est un peu bizarre, et on se rend compte que Théodora a un don. C'est-à-dire que, comme tu l'expliquais juste avant, quand elle touche les gens ou les objets, elle a des flashs, des visions. Donc on voit son enfance, et donc Théodora est devenue par la suite psychologue. Donc tu vois, pour une psychologue, quand elle touche les gens, elle sait ce qu'ils ressentent. C'était quand même vraiment le métier qui lui était destiné, on va dire. Et il y a aussi une scène dans cet épisode 3 qui est absolument horrible, c'est la scène du monte plat, quand son petit frère Luc... Tu m'aurais vu, Hélène, je me suis énervé tout seul devant ma télé. En lui disant, mais pourquoi tu vas dedans? Mais c'est l'enfer, quoi. Donc, oui. On arrive directement sur Luc, la scène du monde plat qui s'était passée en 1992. Luc, je pense que ça lui a quand même mis un sacré coup dans les carreaux, puisque Luc et Léonore, donc Nell, le petit surnom, sont jumeaux. Donc, on parle de Luc, là, qui était dans le monde plat, à qui il est arrivé un truc pas cool. Luc, lui, il est un peu innocent. Enfin, tu vois, c'est vraiment le petit garçon, vraiment la victime parfaite, quoi. Enfin, je veux dire, Luc, il est là, il est mignon, il est chouchou, il est gentil, il est... Enfin voilà, donc ça c'est Luc dans le passé. Quand on le retrouve, en 2018, 26 ans plus tard, Luc il est complètement accro au crack, à la coke, à toutes les drogues possibles et imaginables. Il est devenu un peu le boulet entre guillemets de la famille malheureusement, puisque... On dirait que tu parles de Macaulay Culkin. Oui, je ne sais pas, j'ai pas eu autant de détails sur la vie de Macaulay Culkin, mais oui peut-être, sauf que lui c'était pas aussi dramatique. Je suis arrivée, quoi. Le monde plat, franchement... c'est autre chose que d'être oublié par tes parents qui sont partis. Maman, j'ai loupé l'avion. Non, mais dans la trajectoire d'enfants. Jordi aussi, non. Je dis une bêtise. Ah oui, dur d'être bébé, pareil.
Voilà, Jordi, de l'enfant qui dégage comme ça, l'enfant que tout le monde rêve d'avoir à finalement un drogué camé, voilà. C'était ça, c'était dans ce sens-là ma vanne. Luc, c'est quand même, ses frères et sœurs s'occupent de lui tous sans arrêt. Il part de cure en cure, il vole, il ment. Enfin, tu vois, mais alors qu'il était si mignon étant petit, quoi, tu te dis mais que lui est-il arrivé? Donc déjà là, tu comprends quand même, il s'est passé des trucs vraiment graves. Et de toute façon, dès l'épisode 1, tu sais qu'il s'est passé quand même quelque chose de dramatique et que la maman, tu devines qu'elle est décédée, qu'il s'est passé un truc de fou, mais t'es dans l'histoire tout de suite, hein. T'attends pas des siècles avant que ça se passe, quoi. Il y a quelque chose ici! J'essaye de te remonter, bouge pas! Démarre! Qu'est-ce qu'il y a? Luc! Aidez-moi! Vite, il faut le remonter. Oui, c'est ce que je fais. Fais-le remonter. Ça va aller, mon chéri, on est là. On va te sortir de là, mon chéri, ça va aller, ça va aller. On va y arriver. On est là, mon garçon. On est là. Tiens-le, par ici. C'est fini. Nell, la dernière, la jumelle, hein, c'est l'épisode 5 qui lui est consacré. Donc, mon épisode préféré, il faut que je le dise, c'est l'épisode 5. C'est Nell. C'est la dame au cou tordu. Alors, je ne sais pas lequel est ton préféré. Je te rejoindrai. C'est là où j'ai noté le plus de choses, en gros, pour dire à quel point c'était bien, ouais. La résolution est incroyable dans cet épisode. L'épisode 5, c'est un truc de dingue. Donc Nell, la petite fille, super mignonne, tu vois, très gaie et tout, mais alors elle, déjà, elle voit des fantômes tout de suite, quoi, tu vois, et le fantôme, c'est la dame au cou tordu. Donc tout de suite, ça fait un peu flipper, surtout que on la distingue à peine, et Nell, c'est par elle que la malédiction de la maison revient sur la famille 26 ans plus tard, puisque Nell retourne dans la maison, donc 26 ans plus tard, c'est ça qui relance cette histoire de Hill House, qui était plus ou moins un peu mise de côté par la famille, mais avec beaucoup de séquelles, faut le dire. On voit les séquelles dans les 5 premiers épisodes. Oui. Ensuite, on va parler vite fait d'Olivia. Olivia, c'est la maman. Alors, c'est un peu celle qui a morflé en premier, été 92, puisque, oui, elle est décédée cet été-là. Elle a laissé son mari et ses 5 enfants. Le mari s'est pas trop occupé des enfants. On sent qu'il y a un lourd secret de famille qui n'est pas élucidé. Et les derniers épisodes vont nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Une petite anecdote, Hélène, dans les personnages que tu viens de dépeindre. Celle qui joue Théodora s'appelle Kate Siegel, et cette comédienne, devine dans quoi elle a joué avant, dans les séries un peu comme ça, pas vraiment horrifiques mais fantastiques, d'épouvante. Elle a joué dans Ghost Whisperer. Donc déjà, oui. tout ce qui est relié avec des fantômes, voilà. Ouais. Et elle a fait un guest, je pense. Elle est aussi Madame Flanagan. C'est la compagne de punaise. Mike Flanagan, pour la petite histoire. Incroyable. Elle me fait penser à Angelina Jolie, très très belle. Et c'est un personnage bien écrit d'ailleurs. On lui a réservé plutôt un joli rôle, je trouve. Qu'elle soit aussi flamboyante que noire. Ouais, que sombre, dure avec les gens qu'elle a en face d'elle, parce qu'elle est dure envers elle-même aussi. Donc c'est un personnage assez complexe et qui est super intéressant. Et Shirley adulte, c'est la maman de Robert Pattinson quand il est vampire. C'est Twilight. Ah, elle est passée par Twilight, ok. Ah oui. C'est la maman. Ok, ouais, c'est vrai. Elisabeth Reeser, oui. Il y a énormément de thèmes soulevés dans cette série. On peut les citer en vrac, et j'aimerais beaucoup savoir ce qui t'a le plus interpellé et ce que tu aimerais toi mettre en avant. Alors en fait, les thèmes de cette série, c'est bien évidemment les fantômes, hein, les vrais fantômes, puisque dès la première scène, avant le générique, on en a déjà un. Et aussi les fantômes du passé, qui hantent les personnages quand on les retrouve dans le futur. C'est un peu de la science-fiction, puisque les vrais fantômes, c'est de la science-fiction. Mais par contre, les fantômes du passé, là, ils sont bien réels, et je pense que c'est ce qui amène un peu, qui te fait accrocher au truc, parce que c'est quand même, on voit qu'il y a un lourd passif dans cette famille. Donc c'est une famille, le thème de la famille dysfonctionnelle, tu vois, puisque le papa, il s'occupe pas vraiment de ses enfants. Après, on sait pas trop pourquoi. On se pose plein de questions. Il y a un secret de famille monstrueux. On sait pas ce qui s'est passé dans cette maison. Et c'est quand même assez violent, et c'est flou, en fait. Il y a beaucoup d'infos. C'est très flou, et beaucoup de non-dits, beaucoup de choses comme ça. Donc moi, c'est ça qui m'a plu, tu vois. C'est la dynamique familiale aussi, qui est super bien décrite, et dans les 5 premiers épisodes, comme je te le disais.
Cette dynamique familiale explose dans l'épisode 6 qui a fait le buzz à l'époque pour cette série, puisque l'épisode 6, c'est un épisode, ça s'appelle Les Deux Tempêtes, c'est uniquement tourné en plan séquence. Le premier plan séquence dure 23 minutes. Et c'est que des plans séquences. Alors, je l'avais relevé, mais j'avais un doute sur le fait que ce soit un vrai ou un faux plan séquence. Ah ouais, non, c'est des vrais. Donc, il y en a 5, en fait. Le plus long dure apparemment 23 minutes. C'est le premier, donc jusqu'à la chute du chandelier. Et on va mettre un petit lien qui résume un peu les difficultés. Les acteurs le racontent un peu parce que c'était extrêmement difficile pour eux. Surtout qu'il y a quand même des enfants qui jouent en plus dans ces plans séquences. Et puisqu'en fait, ces plans séquences alternent entre la réunion familiale, aux obsèques, on va le dire, de Nell, puisque c'est elle qui réunit un peu toute la famille par sa disparition, dramatique d'ailleurs. Ça s'est tourné, donc un plan séquence dans les pompes funèbres, puisque Nell est embaumée et prise en charge par sa propre sœur Shirley, qui a le cœur bien accroché, et Hill House. Donc ça fait présent pompe funèbre, passé Hill House. Il devait avoir un appareil spécial, tu sais, pour faire les plans séquences, qui devait pouvoir rouler sur la moquette. Enfin, il y a tout un tas d'anecdotes dans le lien qu'on va vous donner, qui sont super intéressantes, et la difficulté qu'ils ont eu à faire des plans séquences comme ça, ils ne devaient pas se planter. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de blanc, c'est intense, quoi. Tu as vraiment la sensation d'essoufflement, de vitesse, et tu vois, cette famille qui se retrouve, et comme une tornade, en fait. Et d'ailleurs, ça s'appelle Les Deux Tempêtes. Et tu sens vraiment l'ambiance d'une tornade, quoi. Ça tourne, et c'est hyper intense, je trouvais, cet épisode. Et il a donc cette particularité, donc 5 plans séquences. Donc cette caméra sur les rails, on parle évidemment sur le plan technique de travelling dont on se sert et on circule comme ça, on virevolte dans cette maison, dans les maisons en effet. Un épisode franchement impressionnant, quoi, tant que par sa réalisation que par tout ce qui se passe dedans. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de blabla dans cet épisode, mais c'est là que tu vois la famille réunie, complètement dysfonctionnelle. Tu les vois interagir les uns avec les autres et tu dis, oulala, là là, c'est vraiment, il y a un gros problème, quoi. Et une autre révélation, d'ailleurs aussi importante que celle en fin de l'épisode 5, c'est qu'on comprend enfin, je rappelle qu'on est en zone spoiler désormais, que le père explique pour la première fois que c'est la maison qui est responsable de tout ce qui leur arrive. Oui, parce que le secret de famille, c'est un des thèmes importants de cette série, c'est ça. C'est que le papa, il n'a pas voulu dire. Et à ce moment-là, on ne sait toujours pas pourquoi il n'a pas voulu le faire, quoi, tu vois. On doute de ses intentions, du pourquoi, il reste tant attaché à garder éloigné toute sa fratrie de Hill House. On ne comprend pas toutes ses intentions. En effet, ce suspense-là, ce doute-là, qui pourrait être résumé de façon un peu manichéenne. Est-ce que c'est un gentil? Est-ce que c'est un méchant? Est-ce qu'il lutte contre la maison ou est-ce qu'il est un allié de la maison? Ça, c'est plutôt en effet bien installé. Ça marche plutôt bien. Ouais, on sent son ambivalence quand même au papa. I don't understand why this family has such a hard time acknowledging mental illness. Mom, Nell, Dad's talking to himself all night. It's not like that. Then explain yourself. Finally, please. Okay. Nell didn't kill herself, the house did. And you don't understand Hill House, Steve. You never did. And Nell and Luke, they could see its face clearer than you kids. Dad. And your mother saw it too. And anything I did it for a very good reason. Of all this bullshit you wanna hear about this or a not? haunted house, and you don't What, even Steve? get it. I don't get it. You don't get it. You're the ghost. You are, Dad. You're the spectral presence. Come on, Steve. I can see right through you. Huh? And the only difference between you and the stuff of campfire stories is that you keep getting older. I just tried to keep you kids safe and to protect what memories you kids still have of your poor mother. Got in her head. You don't understand. And this is what made her sick. Problem. On a parlé un peu toute cette question du rêve et de la réalité, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que façon Lost, pour les plus anciens qui nous écoutent, donc Lost les disparus, c'est une ancienne série des années 2000, ce que j'aime beaucoup, c'est comme je le disais, il y a plusieurs timelines, et qu'on superpose les traumas d'un personnage sur lequel on focalise, et on les observe à travers le temps. Donc c'est l'excellent exemple que tu donnais de Shirley qui perd sa mère. Elle doit aller dire au revoir une dernière fois lors des obsèques et elle n'a pas la force et le courage d'avancer vers le cercueil. Mais pourtant c'est son père, si je dis pas de bêtises, qui veut l'emmener, il n'y arrive pas et c'est le thanatopracteur qui arrive à la rassurer, elle l'emmener et c'est ça qui a implanté la graine dans son cerveau en se disant il a réussi à me rassurer et quelque part c'est un beau métier ce qu'il fait. Oui, elle a fait de sa peur une vocation, quoi. Et moi, par contre, tu vois, il y a une question que je voudrais te poser. Est-ce que dans cet épisode, on parle des chiens?
Tu sais, il y a un grand chien, à un moment donné, les enfants disent « Il y a un chien, il y a un chien », et ils parlent des chiens qui aboient assez souvent. Oui, on les entend la nuit et on n'y revient jamais. Oui, On revient pas dessus dans mes souvenirs. on revient pas dessus, pareil. Comment dire, on remet en cause la véracité des propos des gamins. On leur dit non mais vous dites n'importe quoi, il n'y a pas de chien, il n'y a jamais eu de chien ici, c'est même l'un des voisins qui vit dans le coin depuis de nombreuses années qui explique que ben non, dans le voisinage il n'y a pas de chien ici. Et on n'a pas d'explication en effet. Parfois on amorce des choses à travers des dialogues et on n'y revient plus. Et c'est l'un des reproches que j'ai à faire sur la série justement sur la fin, c'est que ça devient extrêmement noyé dans les dialogues parfois de personnages qui sont secondaires. C'est Madame Dudley, la bonne, et son mari. Oui. Bah, quand ils parlent, ils ont des longs échanges avec le père, ou la mère d'ailleurs, qu'elle soit en fantôme ou vivante, et on perd du temps je trouve, et ça rallonge les épisodes. On a des épisodes d'1h05, 1h10, je vois pas l'intérêt, et c'est dommage, c'est là où elle perdait des points pour moi. Les Dudley, moi je les ai vus un peu comme la clé du mystère, puisqu'en fait ils étaient là avant. Et ils sont restés là, donc on comprend pas trop. Et quand ils se mettaient à parler tous les deux l'un comme l'autre, moi je sais que c'était long, mais j'attendais qu'ils me dévoilent quelque chose, quoi, tu vois. Je pense que c'était fait exprès de les laisser un peu comme ça mystérieux. On sait pas trop ce qu'ils foutent là, pourquoi ils sont là et tout. Et c'était long, mais un peu prenant parce que tu t'attendais à une révélation de ouf, quoi. Et plus ou moins, t'en as pas. Et tu restes sur ta faim et donc tu es toujours prêt pour la suivante. Exactement, et il y a justement ce rattrapage en fin de saison où tu te dis « Ah, d'accord, ils connaissent cette maison par cœur, ils connaissent l'environnement par cœur, ils observent cette maison depuis des décennies et des décennies, et voilà ce qui les lie à la famille Crane, et voilà pourquoi ils avaient envie de les aider et d'être présents de jour, hein, parce que la nuit, pour eux, c'était pas possible. Faut quand même expliquer que dans Hill House, tout se passe la nuit. Moi, j'ai été frappé par la qualité des images, des légères entrées de lumière comme ça dans ces chambres sombres ou dans ces couloirs sombres. Bref, l'étalonnage, la lumière, le chef opérateur, tout simplement pour aller dans des trucs plus techniques, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais moi ça m'a particulièrement frappé, et tout ça pour dire que les images sont très belles. Esthétiquement, la maison, elle est formidable, quoi. Dans le genre maison hantée, c'est une des plus belles maisons hantées que j'ai vues, quoi. C'est bien d'ailleurs qu'on parle de cette série ce mois-ci. Dans ce mois d'octobre, il y a eu une journée internationale consacrée à la santé mentale. Et la série parle énormément de ça. Et j'aimerais bien savoir ce qui t'a frappé, toi, et ce qui te plaît aussi dans le traitement de la santé mentale dans la série. Ça commence déjà dans le passé de Hill House. On apprend lors de l'épisode 7 par le récit de Monsieur Dudley, ou peut-être par sa femme dans un épisode avant, comme tu dis, c'est un peu éparse, qu'il y a une femme qui vivait là, Poppy, qui était un peu folle, etc. Et donc on commence à mettre un doigt sur la santé mentale. Ensuite, la maman qui explique qu'elle aussi elle a des visions, tout ça, et puis qu'elle est un peu fragile, elle fait un peu de la dépression, on sait pas trop. Monsieur Dudley qui dit « Ah, cette maison, elle est toxique, faut qu'elle s'en aille, elle se sent pas bien ». Il parle de sa femme, donc c'est vrai qu'on attaque assez vite la santé mentale. D'ailleurs, on va le dire, ça aborde le thème du suicide. Donc oui, effectivement, la santé mentale, c'est un des gros points de cette série. Et on a aussi les profils de chaque enfant correspondent vraiment des blessures mentales que tu peux vivre dans l'enfance, puisqu'en fait leurs blessures quand ils arrivent, tout va bien, quoi, hein. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, apparemment, Théodora, les pouvoirs entre guillemets qu'elle a apparaissent plus ou moins dans la maison quand même, mais tous les autres enfants n'ont a priori aucun souci. Et on se retrouve par la suite avec le déni, Steven, qui lui est en plein déni. Son problème, c'est le déni. Il a tout occulté. Et dans le mensonge en plus, parce qu'il écrit un bouquin et on est en train de nous expliquer d'entrée qu'il ne faut pas forcément prendre tout ce qu'il a écrit pour argent comptant. Mais en fait, on se rend compte qu'il ne ment pas vraiment, puisqu'il est complètement dans le déni, quoi. Il fait comme si il s'était rien passé, alors qu'il en voit des fantômes, il en a vu et tout, mais il fait comme si non, franchement, il s'est rien passé. Après, on a Théo, c'est le rejet, tu vois, la blessure de rejet. Théo, on peut pas la toucher. Enfin, elle est vraiment dans le rejet de l'autre, dans le rejet de soi-même aussi, puisqu'elle s'autorise pas à être heureuse. C'est une éponge émotionnelle même, puisqu'elle absorbe les douleurs des autres en étant psychologue et même avec ses mains. Enfin, et elle, c'est le rejet. Elle rejette le contact physique. Personne peut la toucher. Bon. Tu remarqueras, c'est important, tu l'as dit rapidement, mais son métier, le métier qu'elle exerce, c'est toujours en lien
avec justement la santé mentale. Aussi, mais elle est dans le soin de la santé mentale, tout en étant elle-même totalement dans le rejet physique des autres et par exemple, elle veut pas avoir de relation avec les gens parce que quand elle les touche, elle comprend leur douleur, elle a des visions de ce qu'ils ressentent au fond d'eux et en fait, elle fait ce métier-là pour se faire carrément mal, quoi, si on peut dire, hein, pour aider les autres, mais finalement, elle en souffre. Elle est psy ou pédopsychiatre d'ailleurs, genre? Non, elle est psychologue. Ah, donc elle gère pas que les enfants. Parce que comme elle arrive à sauver une enfant d'un agresseur sexuel, le père adoptif de la gamine, je pensais qu'elle était que pédopsychiatre en fait. On sait pas trop si elle fait que les enfants ou pas, mais en tout cas, elle a un diplôme de psychologue et elle s'assume pas du tout. Elle vit à côté, elle vit chez sa sœur, quoi. Elle vit dans la petite dépendance de sa sœur Shirley, qui a une grande entreprise de pompes funèbres. Alors Shirley, parlons-en, c'est le masque du contrôle. Alors là-dessus, je peux vous conseiller un super bouquin. Si vous voulez explorer un peu toutes ces blessures qu'on peut avoir pendant l'enfance, comme là dans la série, et qui se transmettent et qui se manifestent par des masques à l'âge adulte, c'est Les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même de Lise Bourbeau. Donc un peu comme ces enfants qu'on a là, d'ailleurs il y en a 5 aussi, 5 enfants. Et moi j'ai retrouvé un peu les blessures et les masques sur ces personnages. Donc Shirley, c'est le contrôle, elle est hyper contrôlante, c'est un peu une maîtresse femme, son mari, on a l'impression que c'est un peu son larbin, elle refuse. C'est clair qu'il sert pas à grand chose, ouais. Ouais, et finalement on se rend compte qu'à la fin, qu'elle n'a pas toujours vraiment été dans le contrôle, quoi. J'ai une question, Steven. Nell, je savais pas que... Je suis content de te voir. Pourquoi tu mens à toutes ces personnes? Quoi? Je te demande, pourquoi tu as fait payer $30 à tous ces gens pour s'asseoir et t'écouter parler de rumeurs auxquelles tu ne crois même pas? Nell, on pourrait pas en parler après la lecture? Non. J'aimerais que tu me répondes. Écoutez, je suis désolé de cette intervention. Ma famille est comme toutes les autres familles, on se dispute, on n'est pas toujours d'accord. Pourtant, on ne l'est pas. Comme toutes les autres familles. On est différents. Parce qu'on a grandi là-bas. Et maintenant, tu es là, à parler de fantômes ou bien d'esprits. Tu vends des tickets et gagnes ta vie grâce à ça, alors que pourtant, t'y as jamais cru. Nell... Et tu viens me dire que je suis cinglée. Et que maman était cinglée. Et que Luc est cinglé. Et qu'on est tous fous. Tout ça pour ensuite raconter nos histoires. Mon histoire. Cette même histoire qui n'était selon toi que des rêves. Des hallucinations. On pourrait parler de ça plus tard. Alors que tu es censé être mon grand frère. Et ensuite, toujours dans l'aspect psychologique, on a Luc, car lui, il est en plein dans le masochisme. Alors, le masochisme, c'est le masque de la blessure d'humiliation. C'est-à-dire que quand il était petit, par exemple, ses parents, chaque fois qu'ils disaient « Mais si, Abigail, c'est une copine », tout le monde disait « Ouais, tu déconnes et tout, il n'y a pas d'Abigail. Mais si !» Et personne ne le croit jamais, tu vois. Et en fait, il est tout le temps un peu humilié par les autres. Et comme je te dis, c'est le petit gamin super mignon et tout. Oui, et donc lui, il se drogue, tu vois, pour se punir, quoi. Le masochisme, il sait qu'il se détruit, mais il le fait quand même, quoi. Et il faut préciser pour nos auditeurs qu'il y a des scènes un peu à l'American Horror Story, des scènes de peur où quand vous descendez à la cave, vous pouvez tomber sur un monstre caché, tapis dans l'ombre et qui vous saute dessus, quoi. C'est juste pour situer pour ceux qui n'auraient pas vu la série. Et donc ensuite on a Nell, l'abandon, la blessure d'abandon. Alors elle, toujours besoin de s'occuper des autres pour susciter le besoin, pour éviter que les autres aient envie de l'abandonner. Elle est même prête à tout, même à emmener son frère, aller lui acheter de la drogue pour, tu vois, garder le lien. Alors c'est des jumeaux en plus, donc voilà. Sa blessure, c'est ça, quoi, tu vois. Donc ils ont vraiment tous des blessures émotionnelles. Nell, qui est interprétée par Victoria Pedretti, qu'on avait pu voir dans la série You. Le héros est vous le savez, c'est un stalker tueur en série, et il tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Love. C'est elle, c'est Victoria Pedretti, qui joue également dans Bly Manor. On va en reparler juste après. Ouais, ça m'a vraiment marqué, et bien sûr, évidemment, l'une des thématiques principales, c'est le deuil. C'est cette question, à quel point on l'a fait, à quel point il continue de nous ronger de l'intérieur, ou à quel point finalement on ne le fera jamais, ce deuil. Je trouve que cette thématique-là parcourt vraiment du premier épisode au dernier, cette première saison de Hunting. Vraiment, c'est ce deuil familial, intrafamilial, qui est extrêmement mis en avant et qui se répète d'ailleurs en fin de saison. Du coup, je me demande, Hélène, à quel point ça t'a ému, ça, et à quel point ça a marché sur toi, ou au contraire, ça n'a pas toujours marché sur toi, pas au même niveau selon les persos. Alors en fait, moi, le deuil, c'est pas vraiment ça qui m'a ému dans cette série. C'est plus l'amour, parce qu'il y a quand même... Donc l'amour au-delà de la mort, pour être précis. Oui, et l'amour tout court.
moi, la scène vraiment qui m'a arraché les larmes, c'est les aveux de Shirley à son mari. Alors ça va te sembler bizarre parce que ça n'a rien à voir avec le thème du deuil, etc. Shirley, bon, on l'a dit, elle est contrôlante, mais elle a fait une petite connerie. Et elle veut faire la Miss parfaite, tu vois, auprès de ses frères et sœurs. Donc, moi, non, mais tout va bien et tout. Et en fait, on se rend compte que pas du tout, quoi, qu'elle aussi, elle a merdé. Et quand elle l'annonce elle veut en parler à son mari, mais c'est tellement beau comment elle lui présente les choses, franchement. Toutes les femmes ou les hommes infidèles, regardez comment faire. Shirley vous le montre. C'est comme ça qu'il faut faire. Et franchement, c'était tellement beau ce qu'elle lui a dit. Faut le regarder. Et la fin. C'est marrant ça. Ouais. Et moi, c'est ce qui m'a le plus ému. Alors la fin, j'ai une citation que j'ai reprise que je voudrais te lire et qui est vraiment formidable. C'est le père, je crois, qui parle. Parce que le père, il aime sa femme, même si elle est morte. Dès l'épisode 1, on le sait. Il continue à l'aimer, à l'avoir près de lui et tout. Et après, on comprend pourquoi Hill House, c'est une maison maléfique et en même temps, il n'a pas pu s'en séparer parce qu'il a quand même jamais vendu la maison. Pas que pour lui, pour aussi les Dudley. Ça, on le voit après pour d'autres raisons, mais on sait pourquoi personne ne s'en est jamais débarrassé pour plein de raisons, mais aussi par amour. Et il dit à un moment, l'amour est un renoncement à toute logique, le renoncement volontaire aux pensées rationnelles. On lui cède ou on le combat, mais nous ne pouvons pas faire de compromis. Donc franchement, j'ai trouvé cette définition mais tellement formidable, tu vois. J'ai dit mais ouais en fait, bravo you. Love is the relinquishment of logic. This old house, she's quite the key. The willing relinquishing of reasonable patterns. Quite the keeper, yeah. We yield to it or we fight it, but we cannot meet it halfway. Without it, we cannot continue for long to exist sanely under conditions of absolute reality. Hill House, not sane, stands against its hills holding darkness within. It has stood so for 100 years and might stand 100 more. I will go. Il y a d'ailleurs un lien qui est fait parce qu'il part de la définition de la peur et il explique que finalement ça s'applique aussi à l'amour. Et c'est en effet très beau. Tout cet épisode, d'ailleurs le dernier, repose sur toute la question du pardon, toute la question de la réconciliation. C'est quelque chose que je trouve beau. Et justement dans cette filiation que j'explique entre les deux, c'est la peur, c'est renoncer à la logique. Parce qu'il y a aussi quelque chose d'irrationnel dans l'amour, tu vois. C'est très beau ce lien et ce liant qui est fait entre ces deux thématiques-là, ouais, en effet. Mais tu sais, ce que je me suis dit aussi, Hélène, toi, tes fleurs bleues, t'as été touchée, mais je ne sais pas si tu as vu le film Interstellar. Oui. On est un peu dans la même lignée, l'amour résout tout. Et je sais qu'il y a des gens qui ont, à mon avis, comme pour Interstellar, n'ont pas du tout aimé cette fin, je pense. Si c'est le cas, amis auditrices et auditeurs, manifestez-vous, mais j'ai pensé à ces gens-là. Ça m'a plutôt plu et ça m'a réconcilié avec la lenteur, mais je me demande si certains n'ont pas été plus hermétiques à cette fin. Mais je te rejoins, Hélène. Oui, en fait, tu vois, c'est la première fois que je voyais les deux thèmes aussi fortement intriqués, les fantômes et l'amour, tu vois. J'ai jamais vu un film ou une série comme ça, enfin, si, plus ou moins, mais pas de cette façon-là, pas avec un raisonnement qui aboutit à ça, quoi, sur l'amour ou sur la famille. C'est toutes ces thématiques mises ensemble, c'était un sacré boulot quand même de réussir à les emmêler et en tirer quelque chose de, tu vois, de dire mais ouais, c'est ça la fin, c'est ça la construction du truc. Et pourtant c'est gore, faut se préparer quand même parce que la femme au cou tordu, c'est quand même bien comme il faut, quoi. Tu vois, en fait, la blessure dont tu parlais, le deuil et la folie, c'est le début de l'histoire de Hill House, avec ce bébé qui meurt, cette femme folle, ce gars qui s'est emmuré vivant, enfin, et les histoires en fait de cette maison, enfin, ça se reproduit, quoi. Et tout ça, on n'en a pas encore parlé, pas dans la chambre rouge de Christian Grey, mais dans la chambre rouge tout court. J'allais y venir, mais quelle transition, c'est la reine de la transition, Hélène. Il aurait fallu attendre notre début de 4e saison quand même, mais on y arrive. Alors... mais je me demande ce que tu en penses d'ailleurs de ça, de tout l'aspect enquête de la série, donc sur les différentes timelines.
quand on est à la période où Olivia meurt, il y a des enquêtes forcément sur le mari. On se demande si c'est pas un peu de lui le responsable du suicide de sa femme, s'il n'est pas intervenu dans cette histoire. Il y a aussi une enquête autour de cette mystérieuse chambre rouge. Et puis il y a l'enquête sur la fin, tout ce questionnement en tout cas, pourquoi Luc veut cramer à la fin ce bâtiment. Je rappelle qu'on est dans la zone spoiler. J'aimerais beaucoup savoir, Hélène, justement, si ce mystère de la chambre rouge, rien à voir avec Christian Grey, a fonctionné pour toi. Écoute, premier visionnage, j'avais pas repéré certains trucs. Quand j'ai regardé pour la deuxième fois, j'ai fait mais comment j'ai pas pu voir ça? En fait, il y a plein de petits indices. Genre en fait, la chambre rouge, c'est censé être une pièce où personne n'arrive à aller, où tout le monde est allé quasiment, sauf le papa. Parce qu'a priori, lui, je vois pas. Donc, c'est une salle de danse pour Théodora, c'est une salle de jeux vidéo pour Steven, c'est la cabane dans les bois pour Luc, c'est la petite salle de jeu à ses poupées de Nell, c'est la salle de lecture de la maman, c'est... Enfin, voilà, quoi, cette pièce, tout le monde y est allé. En fait, personne ne s'en est rendu compte. Donc, c'est là qu'on est vraiment dans le fait que la maison soit hantée, quoi, qu'elle bouleverse les esprits, quoi. Je trouve que c'était super bien amené. C'est drôle parce que présenté comme ça, Hélène, en fait, comme tu viens de l'évoquer, cette salle, c'est un refuge, en fait. On la craignait, on avait peur qu'il y avait une espèce de croque-mitaine ou de, tu vois, le boss des fantômes, ou tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et au final, c'est un refuge. C'est ça que je trouve canon. Mais ouais, carrément. C'est là où ils avaient leurs petits moments et tout, et qui leur ressemblaient. Et c'était là où ils allaient pour être un peu seuls et bien et tout. Et quand on sait ce qui s'y est passé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc de... Tu vois, c'était apparemment la chambre du bébé, là où tout a commencé quasiment, quoi. Bien longtemps avant, 100 ans avant, ou je sais plus combien d'années avant. Et ouais, c'était un refuge, et c'est là où se passe le drame. Et comme elle disait, c'est le ventre de la maison. À un moment donné, c'est pas le cœur, c'est le ventre. Et c'est là qu'ils se faisaient manger l'esprit, finalement. Ils se faisaient manger l'esprit, les gosses, tu vois, déjà tout petits. Et là où Olivia a chaviré, quoi. Et là, je crois que c'est la maman qui le dit, c'est Olivia, qui l'a dit à un moment donné, et ça a été répété par un autre personnage. La maison est un corps avec des yeux, des os, de la peau et un visage. Et la chambre rouge, elle, en est son estomac. Voilà, en gros... Et c'est repris par Nell dans le dernier épisode. On est déjà venu dans cette pièce. Tellement souvent, mais on l'ignorait. On l'a tous fait. Maman disait qu'une maison était comme un corps et que toutes les maisons avaient des yeux, des os, de la peau et un visage. Cette pièce est un peu le cœur de la maison. Non, pas le cœur, c'est l'estomac. J'ai pas précisé, je râlais un peu sur la fin en disant que c'était moins bien, mais la résolution vraiment est plutôt bien faite. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent bien. On a répondu à toutes nos interrogations, plutôt quasiment, puisqu'on a évoqué l'histoire des chiens, quasiment les réponses à toutes nos questions. Et puis ça se finit sur les deux de lait. Enfin, je sais pas, la scène est très émouvante. On comprend que cette maison, c'est un ventre, ça digère, ça rend dingue, ça fait mourir les gens. Mais en fait, ça préserve aussi des liens finalement avec les fantômes, puisque les fantômes, voilà. Enfin, moi j'ai fait un peu la liste des fantômes, il y en avait quand même pas mal. Dans cette maison, il y avait la vieille dame dans le lit, qui était pas méchante en fait, moche mais pas méchante. Elle donnait des conseils même. Ouais, il y a Abigail. Le grand monsieur au chapeau, alors ça c'était... j'ai toujours pas compris l'histoire de pourquoi il suivit comme ça Luc en marche arrière. Enfin, apparemment c'est celui qui s'est jeté dans le trou, enfin qui s'est emmuré là. Oui, d'accord, oui. Et c'est celui qui flottait d'ailleurs près du lit et dehors il marche, oui. Ouais. Après, il y a le garçon au fauteuil roulant, alors ça on sait, hein, c'est un enfant qui a eu des soucis de santé et tout, mais alors lui il apparaît qu'une fois, on sait pas trop. La femme rousse, alors Poppy, elle par contre, elle c'est un peu la clé de l'énigme, faut le dire. Oui.
Le réparateur d'horloge, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Mais tu vois, c'est pour le déni de Steven et tout le monde. Après, tu vois le réparateur, tu fais ouais, mais non, mais c'est du chiquet. Enfin, tu vois, ils passent tous devant un fantôme, ils se rendent même pas compte. Oui. Et enfin, je sais pas, t'en as noté d'autres, toi? Nous aussi, ça nous pomme. Non, je dois avouer que j'ai pas forcément relevé tout ça, mais je sais que tu as bien aimé la conclusion. D'ailleurs, je trouvais un peu qu'elle jouait avec nos nerfs pour cette confusion permanente entre la réalité et le cauchemar, en fait. Ça jouait, je trouve quand même que le dernier épisode, ça jouait beaucoup avec mes nerfs, en fait. C'était assez étrange à vivre. Ah, moi, j'étais perdue au début. Ouais, complètement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Mais bon, heureusement, c'est plutôt bien désamorcé. Il faut quand même prévenir que c'est quand même pas simple. Il y a beaucoup de ficelles dans l'histoire et que moi, au 3e visionnage, dernier épisode, j'ai quand même eu du mal à me rappeler, à comprendre ce qui se passait en début de scène. C'est super important ce que tu dis. On va resituer. On est en 2018 quand sort cette série. 2018. Faudrait fouiller un peu les dates, mais c'était encore une période où Netflix osait des séries plus exigeantes, une narration volontairement lente, avec une trame scénaristique plus complexe. Pensez au Dark, à la série Dark. Pensez à The OA, The Original Angel. Sans être aussi complexe que ces deux-là, ils osaient, Netflix, proposer des choses plus exigeantes qui demandent vraiment notre attention. Voilà, avec d'autres gros hits qui ont pu arriver derrière, comme Sex Education, et qui sont beaucoup plus grand public. Mais il y avait ça. Aujourd'hui, on n'en a plus vraiment, d'ailleurs. Et on parlait tout à l'heure de The Midnight Club. Ça m'a fait mal au cœur de voir que Flanagan, qui écrit divinement bien et qui met en scène des choses super intéressantes, le mec, on lui dit on l'arrête au bout d'une saison. Donc ça en dit long aussi sur ce qu'on était capable de faire il y a 5 ans. À moins que tu veuilles dire encore une chose sur Hill House, on va conclure. Moi, j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Et la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu as eu peur? Je suis pas du genre à sursauter. Les jumpscares, ça fonctionne pas tout le temps sur moi. Ça fonctionne plus fort quand je suis au cinéma, mais j'avoue que je stressais en fait. J'étais stressé sur mon canapé, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai ressenti une tension qui est proche de celle de The Last of Us, pour te donner une idée, qu'on a vécu en début d'année. Et j'étais un peu accroché à mon fauteuil. Je dis, ouh, tu vois, ça me stressait, cette espèce de croque-mitaine qui passait comme ça sous le lit pour retrouver Luke. Cet homme au chapeau melon qui flottait. Ça me mettait un peu en stress. J'ai pas eu une peur non plus viscérale. Et toi, est-ce que ça te fait flipper, Hill House, Hélène? Écoute, moi, au 3e visionnage, je suis toujours tendue, mais comme un string, j'allais dire. Je regarde la série. Donc, je me suis dit, Junior, qui la voit pour la première fois, j'aimerais me rappeler les émotions que j'ai eues parce que, en fait, je me rappelle plus forcément, puisque je l'ai déjà vu 3 fois. Mais je l'avais conseillé à une amie et je lui avais dit, ne regarde pas le soir, parce que si tu es seule le soir à regarder ça chez toi, c'est hyper flippant. Et voilà, les personnes qui sont fort sensibles, t'es tendu, mais du début jusqu'à la fin, il n'y a pas un épisode genre tu fais oh bah c'est cool, on va se reposer quoi. Non, ça sent à l'heure. Âme sensible, s'abstenir, hein, on a évoqué un peu toutes les thématiques qui sont abordées, donc si vraiment vous êtes sensible par exemple à la question du suicide et tout, n'y allez pas, hein. Ne vous exposez pas à ça. On va terminer là-dessus. C'est une collection, comme l'appelle Netflix. Il y a The Haunting of Hill House, et puis un an après a débarqué The Haunting of Bly Manor. Pour le coup, j'ai fait exprès, Hélène, de ne rien chercher. Je sais que c'est une anthologie qui fonctionne à la American Horror Story. Est-ce qu'on retrouve bien tous les comédiens de Hill House? Alors, je t'avouerai que je l'ai vu, hein, bien sûr, mais je l'ai vu qu'une seule fois. Non, on retrouve pas tous les comédiens, mais on en retrouve certains. Et il y en a des nouveaux qui sont très très bien aussi. Donc l'histoire est un peu similaire, toujours une histoire de fantôme, mais moi j'ai préféré quand même la saison 1, la deuxième elle était un petit peu plus capillotractée, c'était un peu moins fluide. Même si la première est très compliquée, la deuxième, elle était complexe, mais je trouvais qu'elle manquait de fluidité. Mais elle est très très bien aussi, mais moins flippante quand même. Et bon, l'actrice principale, c'est celle qui jouait Nell dans la saison 1. Donc Victoria Pedretti. Ouais, on retrouve pas tous les acteurs, non, mais très bien aussi. Bon, honnêtement, la 1 est la mieux, à mon sens. Très bien, bon, je vais voir si je vais pas m'y plonger quand même. Donc Victoria Pedretti, hein, dont tu parles. Je voulais juste citer le casting rapidement. On a cité surtout les comédiennes, mais il y a aussi des comédiens intéressants. Michael Wiseman, Carla Gugino. Alors Carla Gugino, ça faisait bizarre de la voir, c'était l'une des mamans, je crois que c'était avec Antonio Banderas, je vais pas dire de bêtises, dans Spy Kids.
à l'époque, vieux film qui a fait l'objet d'un remake d'ailleurs pour Netflix récemment. Elizabeth Reeser, Oliver Jackson Cohen, Katie Siegel, Timothy Hutton, Henry Thomas. Voilà, sachez que il y a aussi d'autres séries, hein. Hélène, juste 2 mots là-dessus, sur Sermon de minuit que tu as vu et The Midnight Club, qu'est-ce que tu peux recommander aussi? Sermon de minuit, c'est l'ambiance est formidable, quoi. C'est magnifique, c'est sombre, hein, c'est sombre. Mais j'ai bien aimé aussi, bon, beaucoup plus simple, hein, c'est pas compliqué à comprendre. Sermon de minuit, c'est quand même très très simple, il n'y a pas de truc complètement chelou. Tu te doutes dès le début un peu quand même, faut le dire. Mais c'est magnifique, enfin c'est super bien tourné, l'ambiance formidable. Et le Midnight Club, alors j'ai bien aimé aussi, mais bon, moi j'aime pas tout ce qui est teenager, enfin tu vois les teen séries. D'accord. J'adhère pas, tu le sais, vu que tu m'as forcé quand même à regarder The aussi pour me punir, donc tu te doutes bien que... Ça va me poursuivre ce truc. Ouais, ça va te poursuivre. Donc Midnight Club, j'ai regardé quand même, puisque j'avais adoré Sermon de minuit, Bly Manor, Hunting of Hill House, etc. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas de suite, parce que ça nécessitait une suite. Enfin, c'est de l'abandon de projet, clairement. Mais j'ai pas trouvé ça... Enfin, c'est moins intéressant. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Netflix est dans un truc de fonctionnement sur les algorithmes, quoi. Qu'est-ce qui va le plus plaire aux ados? On fait des séries beaucoup plus formatées, quoi, et qui sont moins ambitieuses que ce qui était proposé avant. Donc je vois très bien ce que tu décris, Hélène. Mais en tout cas, nous, on vous laisse vous faire votre propre opinion sur la série The Haunting of Hill House, qui comporte 10 épisodes. Et si vous voulez mater la suite de cette série d'anthologie, vous pouvez mater donc The Haunting of Bly Manor, qui elle comporte 9 épisodes. Je pense qu'il a compris que c'était un peu long 10. N'hésitez pas à nous envoyer, vous, sur les réseaux sociaux, votre avis sur Hill House. On aimerait bien savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous trouvez la série géniale? Est-ce que, au contraire, vous la trouvez moyenne, voire pas bonne? On aimerait beaucoup avoir vos retours. N'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. La saison des séries, c'est fini. Merci Hélène d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode. C'est moi qui te remercie, Junior, et je voudrais juste spécifier qu'en ce moment sur Netflix, il y a une collection Halloween qui reprend un peu toutes les séries comme ça, horrifiques. Bon bah génial, allez y jeter un œil, hein, tapez en mots-clés Halloween et vous. Merci beaucoup Hélène, à bientôt. À bientôt Junior. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez pas à mettre un commentaire et 5 étoiles sur les applications Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et donc de laisser vos avis sur les séries @Pilote Parfait et sur Instagram aussi, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao!